Bonjour à tous et bienvenue dans Un monde de sport, le podcast qui analyse et revient sur l'actualité sportive chaque samedi, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Juste avant de commencer, je suis collégien, passionné de journalisme et de sport, et je lance ce podcast pour mélanger mes deux passions, ainsi que pour obtenir des avis ou conseils sur mon contenu, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous le pouvez. Au programme de ce tout premier épisode, le débrief et les analyses de la rencontre au sommet entre le 15 de France et l'Irlande hier après-midi à Dublin, quels impacts sur le classement du tournoi des 6 nations. Nous étudierons tout ça avant le zapping, dans lequel nous reviendrons brièvement sur l'essentiel de l'actualité sportive. Et pour terminer, la question qui animera le tout premier débat de la semaine: le Paris Saint-Germain peut-il renverser Liverpool à Anfield et se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions? Nous reviendrons aussi sur la défaite de mercredi soir. Mais d'abord, le 15 de France. C'est un 15 de France ultra réaliste qui s'est imposé hier après-midi sur la pelouse de l'Aviva Stadium de Dublin. Les hommes de Fabien Galtier, malgré une entame de match laborieuse, ont réussi à renverser l'Irlande au prix d'un match complètement fou. Ils se donnent à nouveau le droit de rêver et on va revenir sur cette rencontre qui avait plutôt mal commencé pour l'équipe de France, qui pendant 20 minutes n'avait pas vu le ballon, à l'image de quelques statistiques impressionnantes. 10 plaquages par exemple pour François Cros au bout de 10 minutes de jeu, laps de temps dans lequel l'équipe de France avait également eu le temps de concéder 4 pénalités, un nombre absolument énorme de sanctions pour une équipe de France complètement dépassée, mais qui a su faire preuve de résilience, qui a su faire le dos rond pour ne pas encaisser d'essai et même inscrire le premier essai, puisque c'est Louis Bielbiarré à la 21e minute qui a permis aux Bleus de passer devant, de prendre les commandes de la rencontre complètement contre le cours du jeu. Le temps que les Irlandais égalisent, Antoine Dupont est sorti sur blessure à la 35e minute de jeu. Le capitaine des Bleus s'est plaint du genou, on reviendra dessus tout à l'heure. Et puis à la mi-temps, un score de 8-6, l'équipe de France a su garder un avantage de 2 points grâce à une pénalité de Thomas Ramos, qui a répondu à l'ouvreur irlandais qui en avait raté une première en début de rencontre, qui avait tapé l'extérieur du poteau. Et puis c'est l'Irlande au retour des vestiaires qui a pris les commandes de la rencontre, 13-8 à la 43e minute, avant que les Bleus ne passent au vif du sujet. L'équipe de France qui, sur une demi-heure, a mis un 27-0 aux Irlandais avec 4 essais. L'équipe de France a été absolument irrésistible, à l'image de Louis Bielbiarré. On va revenir un petit peu sur les détails de ce match. Alors tout d'abord, on a eu une équipe d'Irlande qu'on a cru ultra dominatrice. On a vu un début de match où l'équipe de France était presque, on pourrait dire, retombée dans ses travers qui avaient fait défaut aux Bleus à Twickenham il y a 3 semaines de cela. On a eu une passe en avant de Antoine Dupont pour Moefana. On a eu quelques passes ratées. Au bout de 10 minutes de jeu, je pense que l'équipe de France avait à peu près le ballon pendant 20 secondes. On était à plus de 90% de possession pour l'Irlande après 10 minutes. Donc c'était complètement hallucinant. Les Bleus étaient surpassés, mais pas coulés, ni même touchés, puisqu'ils ont su très très bien défendre. Ils ont été bons tout au long du match en défense, malgré un petit relâchement sur la fin qui leur a coûté 2 essais dans les 5 dernières minutes. Mais évidemment, les hommes de Fabien Galtier étaient déjà à l'abri à ce moment-là, et heureusement. Et l'autre fait à noter de cette rencontre, c'est le 38e essai en bleu de Damien Penaud, titularisé par Fabien Galtier aujourd'hui, de retour, puisqu'il avait été absent comme certains cadres face à l'Italie à Rome lors de l'écrasante victoire française. Malgré un match plutôt moyen, une ou deux relances hasardeuses de l'arrière du terrain, on a vu côté bleu et côté particulièrement chez Penaud, même si c'était pas vrai que pour lui, quelques petites erreurs. Ils sont un peu cherchés, on avait l'impression, tactiquement, techniquement, jusqu'à évidemment cette fameuse demi-heure dans laquelle ils ont su tabasser l'Irlande et enfoncer le 15 du trèfle pour qu'ils ne reviennent plus au score. Damien Penaud, qui a donc inscrit son 38e essai et qui a égalé le record d'essais en bleu détenu
jusqu'à présent par Serge Blanco. Ils sont désormais 2 à le détenir. Et qu'est-ce qu'on peut imaginer de mieux qu'un 39e la semaine prochaine au Stade de France pour pourquoi pas permettre au 15 de France de remporter le tournoi destination. On verra tout ça, mais évidemment ce sera très intéressant à suivre. Penaud n'est donc plus qu'à un essai d'avoir ce record d'essais uniquement pour lui, d'être le seul sur le toit des marqueurs d'essais du 15 de France. Puis donc, je vous le disais, Antoine Dupont est sorti sur blessure à la 35e minute de jeu, touché au genou. Le capitaine du 15 de France n'a pas pu reprendre sa place. Il est sorti directement de la pelouse. Il est rentré au vestiaire sans que l'on ait plus d'informations. On l'a compris direct sur l'action. C'est une action où son genou, à défaut de se tordre dans le sens inverse, heureusement ça ne l'a pas fait, mais il y a dû avoir une tension sur le genou au moment où il retombe d'un plaquage ou d'un ruck. Et donc le capitaine de l'équipe de France n'est plus reparu et on ne sait pas dans quel état il est. On ne sait pas s'il pourra jouer contre l'Écosse. Évidemment, ce serait un des pires scénarios qu'il ne puisse pas être là. C'était déjà au moment de sa sortie le pire scénario, hein, parce que l'équipe de France était quand même encore, même si elle commençait à vraiment ressortir la tête de l'eau, les Bleus venaient de passer 20 minutes en apnée, on va dire. Et donc à ce moment-là, 15 minutes après cette longue période difficile pour les coéquipiers d'Antoine Dupont, il a dû quitter la pelouse. On verra s'il sera là contre l'Écosse. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Et puis Fabien Galtier a eu chaud parce qu'avec ce banc 7-1, donc 7 avant et un seul 3 quarts, il a dû faire rentrer Maxime Lucu, donc le seul 3 quarts du banc, dès la 35e minute, ce qui a évidemment bouleversé les plans du sélectionneur. Mais heureusement qu'il y avait Oscar Gégou qui est en avant mais capable également d'évoluer sur des postes un petit peu plus à l'arrière qu'il avait déjà occupé lorsqu'il était pas encore pro. Donc il a fait le taf en tant que dépanneur, on va dire. Mais évidemment on espère qu'Antoine Dupont sera là contre l'Écosse. Et s'il n'est pas là, ce qui est certain c'est que Fabien Galtier ne pourra pas reconduire son banc 7-1. Je pense qu'il avait inauguré en quelque sorte contre l'Angleterre. Désormais, l'équipe de France n'est plus qu'à une marche du titre, à une marche de remporter son premier tournoi depuis 2022. Les 2 derniers ont été remportés par l'Irlande. Les Bleus doivent s'imposer au Stade de France face à l'Écosse samedi prochain. Ce sera à 21h. L'équipe de France compte 2 points d'avance sur l'Irlande, 16 contre 14 pour le 15 du trèfle. Il suffit d'une victoire aux Bleus pour s'imposer. En revanche, il faut une victoire, car une victoire irlandaise, même bonifiée, contre une victoire française non bonifiée, ferait revenir les Irlandais à 1 point. Mais c'est un point de trop. L'équipe de France n'est donc plus très loin, peut-être, de la victoire dans le tournoi des 6 nations. C'est l'heure désormais du zapping, l'essentiel de l'actualité sportive résumée en bref. Et on commence avec l'annonce qui a secoué le football français mercredi soir. Le coach de l'Olympique lyonnais qui a été suspendu jusqu'au 30 novembre prochain, date avant laquelle il aura interdiction d'accéder au banc de touche de l'OL. Et s'il pourra accéder à son vestiaire dès le 15 septembre, la sanction à l'encontre de Paulo Fonseca a beaucoup fait réagir, à la fois du côté de Lyon, où certains le soutiennent, mais où d'autres se posent sérieusement la question de son avenir près du Rhône, mais aussi dans les instances arbitrales, où certains estiment qu'il fallait sanctionner à la hauteur du débordement de l'entraîneur lyonnais. Pour rappel, ce dernier s'était violemment emporté contre l'arbitre du dernier OL Brest, Benoît Millot, le 2 mars dernier. Toujours en football, c'est plutôt une bonne semaine de Coupe d'Europe pour les clubs français, avec la victoire de Lyon, 3-1 contre Bucarest, le match nul 1-1 du LOSC sur la pelouse de Dortmund, qui laisse pas mal d'espoir aux hommes de Bruno Genesio pour le match retour. Ce sera mercredi soir au stade Pierre-Mauroy. Et malgré la défaite du Paris Saint-Germain face à Liverpool au Parc des Princes, malgré un excellent match des Parisiens, qui laisse également de l'espoir pour le retour. Cette fois-ci, ce sera mardi soir à Anfield. On y reviendra dans le débat de la semaine, juste après le zapping. Et puis hier après-midi avait lieu les Strade Bianche et la célèbre course cycliste italienne a vu s'imposer l'irrésistible Tadej Pogačar, qui malgré une crevaison à une grosse trentaine de kilomètres de l'arrivée, a su se défaire du Britannique Tom Pidcock auprès d'une attaque décisive à 18 km de l'arrivée.
Ce premier succès sur une course majeure en 2025 pose désormais la question de la suite de la saison de Tadej Pogačar. Aura-t-on droit à une domination sans partage comme l'année dernière, ou bien laissera-t-il quelques miettes à Vingegaard et consorts pour le suspense de son sport? Il faudrait quand même que quelqu'un à lui suggérer de se reposer un petit peu. Et pour finir, on vient d'en parler, grâce à son large succès à Dublin, le 15 de France a repris la tête du classement du tournoi des 6 nations avec 16 points, d'autres plus que les Irlandais qui en comptent 14. Les Français sont assurés de garder la tête à l'issue de cette quatrième et avant-dernière journée du tournoi. Pour s'imposer, il faudra s'imposer au Stade de France contre l'Écosse samedi prochain. Et désormais, on peut s'attaquer au débat de la semaine. PSG-Liverpool, c'était l'affiche mercredi. Le Paris Saint-Germain s'est incliné 1-0 malgré une prestation plus que solide. Au-delà des attentes des supporters et des membres du club, Paris s'est incliné faute d'efficacité et également grâce du côté de Liverpool à un très très grand gardien, Alisson Becker, qui a déclaré en interview avoir réalisé le meilleur match de sa carrière. Et alors ce match, il aurait pu basculer du côté parisien. Il y a quelques faits de jeu qui, les années précédentes, ont tourné pour le PSG. Et cette année, ça n'a pas été le cas lors de ce match aller. Le premier, c'est clairement la faute d'Ibrahima Konaté sur Bradley Barcola. Le Français est passé, s'avance en 1 contre 1 face à Alisson et Konaté effectue un retour en retard, mais Bradley Barcola à terre. L'arbitre ne siffle rien après une vérification de l'assistance vidéo pour un potentiel carton rouge. Et sur cette même action, l'année dernière contre le FC Barcelone, Ronald Araujo avait pris carton rouge sur une action similaire, toujours face à ce même Bradley Barcola. Une erreur manifeste de l'arbitre de la rencontre qui a été soulignée tant par les médias français qu'anglais et qui a pu avoir son incidence sur le match. Mais il faut quand même ajouter le très grand match d'Alisson qui a écœuré les Parisiens de la première à la dernière minute. Une fois qu'on a dit ça, il y avait quand même de la place pour marquer. Je pense notamment à 2 actions de João Neves et Bradley Barcola en première mi-temps, où le but est pas loin d'être vide, ou en tout cas je pense qu'Alisson est battu, et les 2 frappent au-dessus. Il y a donc possiblement un problème d'efficacité du côté du PSG, efficacité dont il faut relativiser le problème, puisque ça n'a rien à voir avec le match contre l'Atlético de novembre dernier. Pour rappel, ce match, il avait eu lieu au Parc des Princes. Il était très similaire à celui contre Liverpool. Le Paris Saint-Germain avait dominé de la tête et des épaules le match, même si ce n'était pas encore le PSG que l'on connaît aujourd'hui. Et l'Atlético avait fini par s'imposer grâce à un but qui ressemblait étrangement à celui de Hervé Elliott ce mercredi soir. Mais le Paris Saint-Germain avait eu un nombre d'occasions hallucinant. Sauf que, à la différence de mercredi, les occasions du PSG, pourquoi elles n'étaient pas rentrées? Tout simplement parce que les Parisiens n'avaient pas su cadrer. Il y avait eu beaucoup de frappes sur les montants, au-dessus ou à côté. Mercredi, c'était différent. Le PSG a quand même eu un paquet d'occasions, un paquet de tirs cadrés, en 27 tirs, dont je crois une douzaine de cadrés. C'est quand même Alisson Becker, il faut le souligner, qui sauve son club, qui permet à Liverpool, dans un premier temps, de ne pas prendre de but. Et ensuite, il y a eu le fameux but de Liverpool. Et c'est sur ça qu'on va revenir avant d'attaquer le sujet du match retour à Anfield. Le but de Liverpool, j'en ai pas beaucoup entendu parler dans les médias, étrangement. On a beaucoup parlé du retour de João Neves, de Nuno Mendes qui est mal placé, de Donnarumma, etc. Mais à mon avis, ce match aller, il s'est quand même beaucoup joué à l'expérience. Je m'explique, le PSG a dominé et on peut comprendre quand tu arrives à la 80-85e minute et que tu es à 0-0 et que tu domines le match de la tête et des épaules depuis à peu près la 10e minute de jeu, tu peux ressentir une certaine frustration face à un gardien qui arrête tout ce qui approche de sa ligne de but. Et je pense que les Parisiens ont peut-être fait l'erreur ici. C'est-à-dire qu'en fin de match, ils ont voulu, à tort ou à raison, ici en l'occurrence ça s'est terminé à tort, ils ont voulu absolument marquer, ils ont tout fait pour marquer en faisant le siège de la surface de Liverpool, en tentant des attaques placées aux alentours de la surface. Mais le problème, c'est qu'ils sont tombés face à probablement, ou en tout cas l'une des meilleures défenses d'Europe, notamment la défense centrale composée
d'Ibrahima Konaté et Virgil van Dijk. Et ils ont continué, mais face à une équipe comme Liverpool qui reste la meilleure équipe d'Europe, en tout cas jusque-là, et qui était regroupée, c'était extrêmement difficile de passer. Et en plus de ça, au-delà du fait que en avançant à ce point-là, Liverpool a pu être très groupé, avoir un bloc très compact et gêner les offensives parisiennes, eh bien, les Parisiens ont tellement avancé qu'ils se sont découverts. À l'arrière, il y a eu des espaces, et c'est à cause de ça qu'il y a eu le but sur une relance d'Alisson. Il y a un très grand espace, ça arrive d'ailleurs sur la tête de Marquinhos, il n'y a personne qui intercepte avant, et surtout le retour de Nuno Mendes qui était en retard. Et pourquoi il était en retard? Parce qu'en fait il était haut, comme tous les Parisiens, qui voulaient absolument marquer. Et donc je pense que les Parisiens, ce qu'ils ont mal géré en fait, c'est la fin de match, autant mentalement que tactiquement, même s'ils ont été très très bons. La fin de match, à mon avis, ils ont mal répondu au dilemme qui pose d'un côté la question de on mène tout le match, est-ce qu'on doit à tout prix marquer pour arriver en Anfield avec un avantage? Ou alors, attention, si on veut à tout prix marquer, il y a le risque de prendre un but et d'arriver à Anfield avec un désavantage. Et donc dans ce cas-là, pour essayer de ne pas prendre de but, ils auraient pu, entre guillemets, se contenter d'un 0-0, ce qui paraît quand même assez difficile quand on mène comme ça. Mais je pense qu'ils se sont un petit peu trop découverts sur la fin, et c'est ce dilemme qu'ils ont mal géré, et donc ça s'est joué à l'expérience, c'est normal. Ce PSG est très jeune, ils ont l'un des effectifs les plus jeunes d'Europe à l'heure actuelle, et ils apprendront. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont un beau collectif, un collectif jeune, et le futur leur apprendra à gérer ce genre de grands matchs. Et dans ce genre de grands matchs européens, particulièrement Ligue des Champions, et face à des équipes du standard de Liverpool, l'expérience joue, et là elle a joué notamment sur la fin de match, malgré un match, il faut dire, quasi parfait du Paris Saint-Germain, qui a évolué à un niveau absolument stratosphérique, si on peut dire ça comme ça. Maintenant, le Paris Saint-Germain va arriver à Anfield avec un désavantage de 1 but, il va falloir le remonter, ça veut dire déjà gagner le match à tout prix, au moins 1-0 pour tenter d'aller en prolongation, voire 2-0 pour directement se qualifier. Mais ça veut dire qu'autre chose qu'une victoire n'est pas permis, et il va falloir gérer à peu près de la même façon les espaces. Il ne va pas falloir trop avancer, même si je pense qu'on aura une physionomie de match qui devrait être un peu différente, parce que Liverpool ne voudra surtout pas montrer un visage comme ils l'ont montré mercredi dernier, un visage d'une équipe qui a presque refusé un petit peu de jouer. Dès le début de match, les joueurs de Liverpool faisaient déjà tout pour gagner du temps. On voyait Alisson qui a pris un moment plus de 30 secondes pour dégager un ballon, même si évidemment ce n'était pas un 6 mètres. Et donc voilà. Et je pense que Liverpool ne voudra pas faire un match comme celui-ci. Liverpool va être plus offensif. Paris a plutôt été bon défensivement globalement dans le match, jusqu'au but évidemment d'Hervé Elliott où globalement Nuno Mendes n'est pas là, Marquinhos se fait manger sur son duel, alors qu'il avait fait un bon match jusqu'à ce moment-là. Mais à Anfield, Paris va devoir attaquer. Honnêtement, je pense que Paris n'est évidemment pas favori, mais a les armes pour aller battre cette équipe de Liverpool. Et d'ailleurs, c'est relayé par plusieurs sources proches du club. Les joueurs et le coach sont presque plus confiants avant ce match retour qu'avant le match aller, parce que même s'ils ont perdu, au final la défaite elle est relativisée par une prestation absolument exemplaire de tous les joueurs, hormis évidemment Gianluigi Donnarumma qui a eu un peu de mal, il a eu malheureusement un arrêt à faire qu'il n'a pas fait, et il a d'ailleurs été rassuré par ses coéquipiers après le match. Certains de ses coéquipiers sont venus le voir dans le vestiaire pour lui dire t'inquiète pas, on va se qualifier, ce qui montre à la fois l'état d'esprit du PSG qui est très confiant, mais aussi un bon état d'esprit collectif, un bon groupe qui vit bien, et chacun tente de se soutenir les uns les autres. J'ai l'impression que la confiance prend le pas sur la frustration de ce match mercredi soir. Maintenant, il faudra voir évidemment comment va réagir Liverpool, parce que si Liverpool mène, ils ne peuvent pas se permettre de faire un non-match pour essayer de conserver leur avantage d'un but. Sinon, je ne vois pas comment ils peuvent le tenir. Alisson a fait des miracles une fois, deux, ça me paraîtrait beaucoup, mais ce sera très intéressant d'observer la tactique de Liverpool, celle du PSG aussi, parce que comme Liverpool sera à domicile, c'est sûrement eux, ça pourrait être eux en tout cas qui dictent plus ou moins le rythme du match, à l'image du PSG mercredi. Et donc Paris va devoir répondre aux défis tactiques proposés par Arne Slot, même s'il faudra voir si vraiment Liverpool hausse son niveau de jeu, si ils arrivent à prouver que le match de mercredi, que leur match de mercredi était une anomalie au milieu d'une saison jusqu'ici parfaite,
ou si réellement ils n'ont pas les armes face à un PSG supérieur. Mais ce qui est sûr, c'est que le PSG doit gagner, a les armes, tactiquement ils ont très bien joué, et il y aura quand même une ou deux interrogations autour de la composition d'équipe du Paris Saint-Germain, puisque la surprise qu'on avait eue mercredi soir, c'était la titularisation de Gvicha Kvaratskhelia au profit de Désiré Doué, qui est pourtant très en forme, qui a fait une très belle entrée d'ailleurs mercredi. Et donc on verra si Luis Enrique reconduit ce choix ou si on revient à ce à quoi on aurait pu s'attendre mercredi soir avec la titularisation de Désiré Doué et Gvicha Kvaratskhelia qui débuterait potentiellement sur le banc. Est-ce qu'ils arriveront à faire de même mardi? Je ne pense pas qu'on aura un aussi gros déséquilibre. On a quand même des journalistes anglais qui ont dit qu'ils n'avaient jamais vu une première période aussi déséquilibrée. Ce ne sera sûrement pas le cas, sachant qu'on jouera à Anfield dans une ambiance absolument bouillante. Mais le PSG, s'il a écrasé Liverpool au Parc des Princes, il peut la dominer, je pense, à Anfield. On verra évidemment, mais les Parisiens sont confiants. Et cette confiance, d'ailleurs, elle a été affichée publiquement par les joueurs du PSG. Vitinha qui avait dit après le match, on va faire un grand match, on va se qualifier. Et Luis Enrique qui l'a également affiché cette confiance, qui a dit, on est confiant, on sait que l'on peut s'imposer. Et Luis Enrique, par ailleurs, qui a fait mine en conférence de presse avant-hier, avant le match contre Rennes, d'être concentré uniquement sur le match de Rennes, mais le fait que Marquinhos n'ait pas été convoqué pour ce match montre aussi qu'il va y avoir une gestion du temps de jeu de chacun en vue du match mardi soir à Anfield. Voilà pour ce premier épisode d'Un monde de sport. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les différentes plateformes ou sur YouTube, à le commenter, à donner votre avis. Voilà, ça me ferait énormément plaisir d'avoir des retours pour améliorer le podcast. C'était seulement le tout premier épisode. Et nous, on se retrouve samedi matin prochain pour l'épisode 2 d'Un monde de sport. Merci à tous d'avoir écouté.